Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 40e numéro du Rendez-vous Ciné. C'est notre retour des vacances, mais c'est surtout le premier anniversaire. Je ne suis pas le seul à fêter cette date un peu spéciale. Je suis avec Bluetosh qui répond présent à chaque fois. Comment vas-tu? Et ça va, comme toujours, prêt à fêter ce magnifique premier anniversaire de la chaîne, après une année riche en films. C'est vrai, un an déjà. Quel est ton ressenti par rapport à cette année? Eh bien clairement, ce fut déjà une expérience très chouette à faire pendant un an, et j'ai hâte de la continuer. Ça m'a permis notamment de découvrir pas mal de films. Là, je ne regardais pas spécialement beaucoup de films avant, j'ai eu l'occasion de regarder beaucoup de films maintenant. On parle surtout des films du passé. De tous les films, globalement, je regardais sur une année, peut-être, allez, on va dire une trentaine de films, qui fait déjà un truc honorable, mais qui globalement est une estimation assez grosse et peut-être vue un peu à la hausse. Là où, avec le rendez-vous ciné, ben rien que 3 films par semaine du rendez-vous ciné, fait déjà 150 films sur l'année, plus à côté des films que je regarde moi-même et globalement d'autres films, on atteint facilement les 175, ce qui fait quand même une vachement grosse augmentation de films regardés par rapport à avant. Et heureusement qu'on ne fait pas le traitement de manière totale des sorties de la semaine, sinon on n'aurait plus de vie. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on dorme aussi. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était une année assez compliquée, à cause de la fermeture notamment des cinémas, surtout 2 mois après le lancement de la chaîne. Bon, c'était cocasse. C'est un timing parfait pour lancer une chaîne de cinéma. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, j'ai le pif. Et surtout une année remplie de problèmes techniques. De mon côté, c'était assez galère. Et de mon côté, ce fut pas mal aussi. J'ai dû changer de PC pendant l'année parce que mon processeur m'a lâché. Donc une année, 2 processeurs morts, on est bien. Bon, cette fête, c'est aussi votre fête. Merci à vous qui nous suivez depuis le début, comme ceux qui viennent tout juste d'arriver et de nous découvrir. Merci du fond du cœur. Bref, nous allons parler de films, car vous êtes là pour ça, et que si ça continue, je risque de verser une larme. Donc, ce mercredi, nous allons vous parler d'un film noir post-apo avec Wolverine, d'un remake de Camelot américain, et nous finirons par le premier film spécial du mois de la dépression, le mois de la reprise, le mois de septembre, qui arrive après un été très pluvieux en Belgique. Donc, bon, voilà. Et ce film sera un film de fantôme un peu particulier. Voilà. Bon, vous connaissez le titre si vous avez lu le nom de la vidéo. Je ne vais pas dire la description puisque personne ne regarde la description. Donc, commençons sans plus tarder par The Green Knight, sorti le 4 août en Belgique. C'est le premier film qu'on va rattraper, le premier de 3 films, je pense, qu'on va rattraper pendant ce mois de septembre, alors que ils sont sortis pendant que nous étions en vacances, ou presque. Je vous parle de ce film parce que il est déjà très intéressant, mais on y reviendra un peu après. Mais surtout parce qu'il y a eu un drama Twitter entre les influenceurs français cinéma qui ont insulté les distributeurs français de ne pas avoir sorti leur film, sorti ce film. Et donc, comment dire que c'est pas deux trois vidéastes qui vont apprendre le métier à des professionnels, surtout en 144 caractères, les gars. Bon, là, je vais me faire deux trois ennemis. Pas de chance. Et le pire, c'est que certains de ces influenceurs se sont vantés d'avoir vu le film de ma façon illégale. Comment dire que ça risque de geler encore plus les relations entre le web et les médias classiques. Si vous voulez regarder en illégal, pourquoi pas, faites-le, mais ne vous en vantez pas. Passons au film, ça fait quand même beaucoup de temps que je parle pour rien. Le film est une adaptation du roman chevaleresque du XIVe siècle au nom du Sire Gauvin et le Chevalier Vert. Donc, The Green Knight, ou pour nos amis québécois, le Chevalier Vert. Je suis désolé pour cet accent nul. Qui nous raconte l'histoire de Sir Gauvin, neveu du roi Arthur, qui accepte le défi d'un mystérieux chevalier vert. Après s'être fait décapiter, le chevalier vert annonce à Gauvin qu'ils devront se revoir un an après pour payer sa dette, qui est globalement les 10 premières minutes du film. Par la suite, c'est un voyage contemplatif. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? Eh bien, j'ai trouvé ce film assez étrange dans l'idée. Je n'ai pas vraiment d'autres bons qualificatifs pour le décrire. Le film était assez intéressant par moments
est assez étrange à d'autres. Je parlais pendant l'introduction du film qu'il s'agissait, après les 10 premières minutes, d'un voyage contemplatif, et c'est sans doute le point qui m'a le plus dérangé dans le film. Le fait que le voyage soit contemplatif n'est pas une mauvaise chose, mais ça fait que par moments, on peut quand même se demander où est-ce que le film voulait nous emmener. J'y reviendrai plus tard, mais globalement, c'est certainement le point qui m'a le plus dérangé du film et le point qui fait que je n'ai pas tant apprécié le film que ça. Mais bon, je vais d'abord parler de la partie avec le fantôme qui a perdu sa tête, qui est une partie voyage contemplatif. Je ne vais pas trop expliquer en détail cette partie-là pour ne pas spoil, mais globalement, j'ai trouvé que cette partie-là ne servait à rien. C'est une bonne partie, bien faite et tout ce qu'il y a d'une bonne petite scène de film, mais globalement, si ça avait été la seule partie comme ça, un peu inutile du mais qui aurait servi à mieux illustrer le caractère de Gauvin en général, ça aurait pu être bien. Eh bien, j'imagine que tu vas parler d'autres épreuves, mais pour moi, justement, toutes les étapes de son voyage, où il rencontre à chaque fois des personnages différents, sont là pour qu'il puisse développer un trait de caractère qui, globalement, devient réellement un chevalier, vu que c'est à peu près tout le but du film. Je ne vais pas vous spoiler, c'est dit à peu près dans l'introduction. Eh bien, justement, c'est là où je voulais en venir. Effectivement, toutes les scènes du film, tout le voyage a pour but de développer Gauvin, de le faire progresser, comme tu dis, pour le faire amener à devenir de plus en plus chevalier. Sauf que, de base, il avait un comportement qui est assez bien illustré pendant les 10-15 premières minutes du film avant qu'il commence son voyage. Et au final, son caractère ne se développe pas tant que ça par la suite. Et là, c'est un des principaux problèmes du coup que j'avais au film, c'est que la plupart des scènes du film où il va rencontrer des personnes et qui ont pour but de le faire progresser dans son voyage et de le faire progresser psychologiquement, c'est plus un voyage psychologique pour Gauvin en plus de son voyage physique. Mais du coup, ça fait qu'on devrait le voir progresser et on le voit au final très peu progresser au point où on atteint un certain moment dans le film. Là, je ne parlerai pas en détail de ces moments pour ne pas le spoil, mais où on se rend compte que Gauvin n'est pas spécialement devenu chevalier ou alors est devenu chevalier mais d'une manière assez spécifique. Et beaucoup de scènes, enfin quasiment tout son voyage en fait, est constitué de scènes pour le faire progresser, mais de scènes qui du coup ne vont pas le faire énormément progresser. Il va rencontrer à un moment donné des géants. Cette partie-là ne sert à rien, il ne fait que poser une question aux géants, et c'est aussi utile que la scène des géants de pierre dans le Hobbit. Et après, à côté, le film a d'autres parties qui sont très intéressantes. Déjà, le voyage, comme j'ai dit, la plupart des parties du voyage sont assez inutiles, mais restent assez intéressantes, ne serait-ce que pour le visuel de certaines scènes, mais également pour la manière dont elles se passent et le fait qu'elles permettent de mieux caractériser Gauvin, même si elles ne sont pas spécialement les plus utiles. Mais sinon, une autre partie que j'ai bien aimée dans le film, c'est la toute fin du film. Je ne vais pas non plus en parler non plus spoil, mais globalement, la toute fin qui, je dirais aux 10 dernières minutes, voire même aux 5 dernières minutes, je l'ai trouvée vraiment excellente, mais principalement pour la mise en scène du truc, pas pour le côté scénario. Ça donne une conclusion sympa à l'histoire, assez chouette et logique par rapport au film, mais c'est surtout la manière dont elle a été mise en scène que j'ai trouvé vraiment intéressante. Juste pour cette fin-là, je vous inviterai à voir le film parce que je la trouve vraiment bien. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai quand même un avis assez mitigé sur ce film. Le film est clairement pas mauvais, loin de là, et il a beaucoup de points très intéressants, au point que je suis sûr qu'il pourrait intéresser vraiment beaucoup de monde. Mais clairement, moi je n'ai pas spécialement non plus accroché au film. Je l'ai pas détesté non plus, mais voilà, clairement je le conseille si vous pensez que le film peut vous intéresser, mais si vous regardez un film principalement juste dans l'optique de voir un film sympa à votre aise et un peu décrocher du film sans pour autant vous intéresser au visuel ou alors vous intéresser très profondément au scénario. Et je conseillerais plus ce film au final à des personnes qui sont assez proches du cinéma dans le sens réalisation plutôt que dans le sens regarder des films de temps en temps. Parce que je ne pense pas que ce film peut spécialement être très intéressant à ce moment-là. Donc tu conseilles le film à des cinéphiles plutôt qu'au grand public. C'est ça. Et toi, Divan, qu'en as-tu pensé? Toi qui es un peu plus cinéphile que moi. Alors, je me considère comme cinévore, consommateur de films plutôt que
puis c'est un titre quand même que je trouve assez pompeux. Le film, comme Blue Torch l'a dit, c'est vraiment un long voyage contemplatif qui est vraiment tout en nuances, qui, aussi bien dans le scénario, là on n'est pas vraiment d'accord, mais c'est pas grave, que dans la réalisation, qui je trouve tout simplement excellente, voire parfaite. Les décors et les costumes sont incroyables, et l'acteur principal, Dev Patel, produit une des meilleures performances de 2021. C'est franchement incroyable. Je repense notamment à, c'est quoi, ces 5 secondes du film où le personnage principal arrive dans la chapelle verte, où il est éclairé de dos par une lumière jaune en silhouette. J'ai trouvé cette image franchement incroyable. Mais je suis tout à fait d'accord avec Blue Torch sur le fait que ce n'est pas un film pour tout le monde. C'est vraiment... Déjà, si vous n'avez pas l'habitude des films plus ou moins contemplatifs, vu que celui-ci, c'est pas vraiment un film contemplatif à proprement parler, vous aurez beaucoup de mal à entrer dedans. C'est un film au rythme lent, prend son temps pour ménager ses effets, et quand ces effets arrivent, ont énormément d'impact. Et c'est très intéressant à mon sens. C'est justement une espèce de... Bon, je trollais un peu en introduction, je parlais de remake de Kaamelott, mais c'est très intéressant de voir une appropriation différente du mythe arthurien, surtout venant des anglo-saxons, qui ont fourni ce mythe à la base. Et voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, je vous conseille de voir ce film. Cependant, au premier visionnage, j'avais le même avis, plus ou moins, que Blue Torch. Je savais que c'était un grand film que je venais de voir, mais j'avais un avis un peu mitigé jusqu'au moment où je l'ai revu une deuxième fois, et là, tout s'est éclairé et c'est incroyable. Donc, je vous conseille de voir ce film si vous avez des affiliations par rapport au cinéma, mais si vous regardez, je vais vraiment être pédant en disant ça, mais si vous regardez 3 films par an, non, c'est vraiment pas un film pour vous. Donc, passons au second film de cette sélection, Réminiscence. Réminiscence nous conte l'histoire de Nick Bannister. Nick Bannister est un détective privé dans un monde post-apocalyptique. Il a l'habitude de fouiller dans la mémoire de ses clients pour retrouver des souvenirs très spéciaux. Lorsque sa copine disparaît, il se lance à sa recherche. Et vous vous en doutez, il y aura tout un tas de rebondissements. La réalisatrice Lisa Joy, qui est connue notamment pour être la showrunneuse, il me semble, je ne suis pas sûr, de Westworld, voilà, vous avez compris, désolé pour l'accent, une fois de plus, nous plonge dans un univers polar high-tech, bon, comme elle a l'habitude en fait, plus pour le high-tech que pour le polar, où les décors vétustes, prêts à se faire inonder par l'océan, est la parfaite, à mon sens, allégorie de ces humains luttant pour ne pas se faire noyer dans leurs souvenirs, qui est, ma foi, assez bien trouvé. Les acteurs sont plutôt bons, notamment Hugh Jackman, qui est assez poignant, notamment... Je pense pas qu'il fait encore beaucoup de films à l'heure actuelle. Le dernier que j'ai vu de lui, c'était Logan, sorti en 2017, 2016-2017, quelque chose comme ça. Et ça fait plaisir de le revoir, mine de rien, c'est un acteur que j'apprécie quand même pas mal. La mise en scène est classique pour un gros blockbuster américain, et malheureusement le scénario se fait un peu trop ressentir par moments, et c'est à peu près le seul défaut que je pourrais lui développer. Mais toi, Blue Torch, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh bien déjà, je vais le dire direct, c'est pour moi le meilleur film de la sélection, même si je n'ai pas trouvé que c'était non plus un film exceptionnel. Vous l'aurez déjà compris, je n'ai pas spécialement aimé la sélection. Et vous le verrez, le dernier film était pour moi le pire. Petit spoil pour la suite de la vidéo. En fait, le film est assez classique, j'ai trouvé. On y voit un vétéran de l'armée poursuivre la fille qu'il aime et découvrir qu'elle a un passé assez sombre. Enfin, c'est pas forcément des plus originales, mais on va dire que c'est pas non plus du vu et revu. Là où le film devient intéressant, c'est qu'il utilise une machine permettant de voir les souvenirs des gens, ce qui fait un effet assez sympathique du fait que, notamment, le film est absent de flashbacks dans l'idée, mais tous les flashbacks vont être remplacés par les souvenirs vus par cette machine. Et dès qu'on verra une scène qui est un peu plus dans le passé, eh bien, ce sera justifié par le fait de l'utilisation de cette machine. Et d'une certaine manière, on reste toujours dans une ligne temporelle de présent, même si ce qu'on voit n'est pas forcément dans le même ordre. Ça fait d'autres effets sympathiques, où on voit une scène en pensant qu'elle se passe réellement, et on découvre après que la scène, il s'agissait en fait d'un souvenir. C'est pas forcément des choses obligatoires, et le film aurait très bien pu être effectué sans cette machine, mais cette machine donne vraiment
des effets, j'ai trouvé très sympa dans le scénario. Oui, mais c'est l'un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que les allers-retours dans le temps sont très classiques en fait. Il n'y a pas vraiment d'originalité à proprement parler de faire des flashbacks et faire et revenir sans vraiment le dire au spectateur au présent. Même si la machine, je le reconnais, c'est une bonne idée. Mais étant donné que la plupart du film est assez classique dans l'idée, eh bien cette machine va justement rajouter une petite touche un peu originale, bien que l'idée que la mise en scène que fait la machine reste quand même pas non plus des plus originales et a déjà été vue dans d'autres films. Mais c'est un effet quand même que j'ai trouvé très sympathique, même si ce n'était pas un effet obligatoire et que ce n'était pas non plus un effet des plus originaux, des plus innovateurs et des plus intéressants. À côté, le film fait par contre des choix un peu plus discutables. Tu as parlé de l'effet post-apocalyptique qui noie le monde. Bien, moi, j'ai trouvé globalement que tout ce monde post-apocalyptique dystopique avec une espèce de dictature des barons ne sert pas à grand chose au final. Et le film aurait très bien pu se passer de cet effet et se dérouler à notre époque avec juste une machine à souvenirs en plus. Et le film aurait tout aussi bien fonctionné. Les barons qui sont là pour faire office de dictature pourraient très bien être remplacés par des dirigeants plus actuels, voire même juste supprimer quelques éléments de notre monde pour en faire une dystopie plus dictatoriale. Et on considère que notre monde n'est déjà pas une dystopie dictatoriale. Mais on n'est pas ici pour parler de politique. Après, ce point-là est quand même assez anecdotique. Au final, il permet, comme a dit Yvan, de faire certaines allégories par rapport au film et également donne quelques autres effets ou quelques scènes, notamment la scène du combat avec le piano, qui était une scène très sympa et cet effet n'aurait pas pu évidemment être possible sans ce côté post-apocalyptique. Il aurait pu être possible, mais il aurait fallu faire des éléments, enfin mettre d'autres éléments en œuvre qui n'auraient pas été des plus utiles et qui auraient rajouté des éléments au film qui auraient fait superflu. Le film a un autre côté qui m'a quand même pas mal déplu, c'est l'intrigue de son enquête et la manière dont celle-ci avance. L'enquête du film part à certains moments dans tous les sens, au point où on se demande en fait comment ils sont arrivés à ce point-là de l'enquête. Et là où effectivement toute l'enquête prend son sens à la fin du film, tout est dévoilé à la fin du film et tu comprends effectivement chaque point de l'enquête et tout te paraît assez logique, et bien quand tu regardes le film, l'enquête te paraît juste très bizarre et tu te dis mais comment ils en sont arrivés là? Ils passent d'un gars qui deal de la drogue à une fille qui est enceinte, puis à un baron qui est mort, et tu te dis mais ces éléments n'ont aucun lien entre eux, et même si à la fin ils chopent effectivement un lien entre eux, et bien pendant l'enquête même, je crois que même en regardant une deuxième fois le film et en connaissant le dénouement, en connaissant la résolution de l'enquête, tu te demandes qu'est-ce qui se passe réellement, enfin comment ils sont arrivés à ce point-là. Peut-être, mais pour moi, j'ai ressenti ça comme vraiment une enquête à proprement parler. Notamment, je pense à celle de True Detective saison 1, qui est très différent de l'histoire du film à proprement, qui fait des allers-retours dans le temps, mais qui aussi insuffle un espèce de côté fantastique très intéressant. Mais en fait, ce qui m'a surtout gêné, c'est que l'enquête est quand même d'une complexité assez grosse et que les personnes qui la résolvent, eux, n'ont aucune expertise en tant qu'enquête. Enfin, c'est des vétérans de l'armée, donc quand même quelques compétences, mais aucune en tant que résolution d'enquête. Et on peut vraiment se demander comment ils peuvent arriver à résoudre un tel nœud complexe de réseau qui permet d'arriver à l'aboutissement de cette enquête, alors même que les éléments qui permettent de progresser ont l'air vraiment très vagues. Enfin voilà, un film que j'ai pas détesté, clairement, j'ai dit que c'est évidemment le film que j'avais le plus apprécié d'ailleurs de la sélection, mais un film qui n'est clairement pas exceptionnel à mon goût, au point où, contrairement à The Green Knight, je ne le conseillerais même pas forcément que vous soyez plus cinévore comme divan ou plus casual watcher de films. Mais voilà, après le film reste quand même assez sympa à regarder, donc clairement si pour vous le film vous semble intéressant, allez le voir parce que ce n'est pas un mauvais film à mon goût. Il se rapproche même plus d'un bon film que d'un mauvais film, malgré le fait qu'il ait quand même pas mal de défauts et que je ne lui donnerai pas ce qualificatif. Quant à moi, je trouve que c'est une proposition assez intéressante qui est remplie d'ironie, d'amertume et mine de rien d'un peu de tristesse. Et au contraire de toi, j'inviterais les gens un peu moins
familier avec le milieu du cinéma, allez le voir, puisqu'il risque de passer un bon moment. Même si ceux avec un peu plus de bagages, waouh, c'est encore très pédant ce que je dis, risquent de voir tous ses défauts et malheureusement risquent de ne pas l'apprécier. Passons au film de fantôme un peu spécial. Comment vous dire que A Ghost Story est l'un de mes films préférés. C'est l'histoire d'un fantôme et de la maison qu'il hante, mais c'est en bien plus que ça. La première fois que je l'ai vu, contrairement à The Green Knight d'ailleurs, je l'ai instantanément apprécié. Pourtant, c'est le même réalisateur, à 4 ans d'écart. Et mine de rien, c'est quand même triste que un réalisateur aussi talentueux doive attendre 4 ans pour pouvoir réaliser un second film. À cause de la photo du film Arty, cadré en 1.37 et de son côté lent et contemplatif, je peux comprendre que le film peut ennuyer, ou pire, que certains peuvent détester, mais bon. On y reviendra bien assez vite. Voilà, c'est bien ce qui me fait peur. Mais pour moi, le film est un chef-d'œuvre, car la composition visuelle du métrage est très bien, voire parfaite. Il y a environ une trouvaille de mise en scène, de rythme, de cadrage dans chaque scène, et c'est incroyable. On apprécie la réalisation. L'image carrée et ses tons pastels évoquent des visuels de photos assez vieillottes. Waouh, je risque d'avoir encore de la hate sur moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, les rageux. Et sans parler du travail de cadrage, où tout est vraiment travaillé avec minutie. Je pense notamment à des lignes de fuite qui apportent de la grandeur à un aussi petit espace. Le film est d'une mélancolie absolue, mais pourtant très précise. La beauté du film n'est pas que de parler d'un deuil douloureux, mais plutôt de réfléchir sur le sens du temps et sur ce qu'on va laisser. Des thèmes qui me touchent quand même pas mal. Le film est très fortement incarné par le réalisateur qui utilise brillamment chaque micro-expression des comédiens dans tout un tas de plans séquences, incroyables d'ailleurs, pour appuyer sur le propos du temps et du naturel. Et toi, Blutosh, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, comme vous l'aurez compris déjà, nous ne serons pas d'accord sur ce film. Je n'en doute pas. Et je vais commencer fort, et Divan ne sera directement pas d'accord avec moi sur ce point. En fait, pour moi, ce film n'est pas un film. Pour moi, le film aurait dû plutôt être un court-métrage d'une demi-heure, voire de 40 minutes, plutôt qu'un film d'1h30. Et c'est très simple, c'est parce qu'il ne se passe pratiquement rien du tout dans le film. Et c'est ça que j'ai trouvé assez dommage. Alors, je vais d'abord parler du concept du film. Donc, comme Divan en a déjà parlé, on suit une maison hantée par un fantôme, mais du point de vue du fantôme, et pas du point de vue des personnes qui sont hantées, comme dans les films assez classiques de fantômes. Alors là, vous me direz, le concept est intéressant, et il est même super intéressant, clairement. Quand j'ai compris le concept, moi, après 10-15 minutes du film, j'étais en mode, le film devrait être très intéressant par juste son idée, en fait. Et le film a vraiment un concept très sympa qui donne envie et est original. Mais le gros problème après, c'est que tout ce qu'on voit dans le film est vraiment du point de vue du fantôme. Mais le fantôme ne fait que observer son entourage avec globalement assez peu d'interactions. Et son entourage est constitué de principalement une personne, pendant une grosse partie du film en tout cas. Ce qui fait que globalement, il ne se passe rien, parce qu'une personne seule ne va pas faire grand chose. Et ce n'est pas très intéressant, c'est comme si vous aviez une caméra chez une personne, que vous regardiez cette personne pendant 1h30, globalement, il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant sur les 1h30. Et il y a des moments dans le film où, pendant 15 minutes, il ne se passe rien. Et vous pouvez regarder le film, il ne se passera rien. Vous avez un plan fixe, parfois quand même quelques mouvements dans le plan et tout, mais il ne se passe quasiment rien. Mais du coup, globalement, tous ces moments dans le film où il ne se passe rien, sur 1h30 de film, ça fait que t'as facilement 1 heure où il ne se passe rien, et où tu regardes un film qui ne se passe rien. D'ailleurs, c'est très simple, à un moment donné, j'entends mes chiens qui aboyaient, je me suis dit, c'est bon, j'en ai pour 10 secondes pour aller engueuler mes chiens pour qu'ils se taisent un peu, je laisse le film sur play, sur une scène, un petit plan fixe et tout. Là, j'ouvre la porte, je vois le facteur,
Ok, je prends le colis du facteur, je signe le papier du facteur. Hop, je range le colis et tout. Je reviens, j'avais oublié totalement que le film était toujours sur Play. Je reviens devant mon PC, le film n'avait pas changé. Et je regarde mon écran pendant 1 minute et je me dis, le film est sur Play là, non? Ou il est sur pause? Mon écran est buggé, ou il y a un problème? Et j'ai freeze. Non, non, le film était bien sur Play et le plan était fixe depuis longtemps et il ne se passait rien. Et bon, là où certains peuvent interpréter ces plans fixes comme étant limite du génie de représenter et d'interpréter l'ennui et la solitude d'un fantôme qui hante une maison par de longues scènes bien lentes, bah le problème c'est que pour un film de 1h30, c'est très ennuyant de regarder un film où il ne se passe absolument rien. Et c'est là où j'en revenais au début, c'est que pour moi, le film n'est pas un film. S'il avait duré 30 minutes avec 20 minutes de plan fixe où il ne se passait rien, le film aurait été très intéressant car il aurait donné un point de vue intéressant sans non plus donner le temps de s'ennuyer. Sauf que là, le film dure 1h30 et 1 heure où il ne se passe rien dans le film, bah c'est long et tu n'as pas envie de passer 1 heure devant un écran où il ne se passe rien. Là où, clairement, si le film avait duré une demi-heure, je crois que je l'aurais adoré parce que le film a un concept très intéressant et très bien mis en scène, mais juste est trop long par rapport à la quantité de choses qu'il montre. Et c'est assez triste, je trouve, qu'un film qui est si intéressant provoque un ennui tellement grand que je trouve que c'est un des pires films que j'ai vus récemment. Alors, je dis bien un des films, il y a des films qui sont pires, on pense notamment à Mommy, mais ça, je vous invite à aller voir notre vidéo sur Mommy pour mieux comprendre mon avis dessus. Et voilà, clairement, le film, je trouve pas que c'est vraiment un film à voir, sauf si vous avez vraiment du temps à perdre à regarder un film de 1h30 qui devrait durer 30 minutes et à passer 1 heure devant votre écran à ne rien regarder parce qu'il ne se passe rien. Et même si ce film est des plus intéressants et que je l'aurais vraiment conseillé si c'était un court-métrage, là, je trouve que le format du film ne lui va juste pas du tout et que l'ennui ressenti par le spectateur est beaucoup trop grand pour justifier le côté intéressant du film. Je trouve en fait que ce film est un profond gâchis car il est plus intéressant mais juste beaucoup trop long. Je vous conseille évidemment ce film tout en nuances, même si évidemment c'est un film contemplatif, lui, à proprement parler. Contrairement à The Green Knight où il y a plus d'action, c'est un film vraiment tout en nuances qui, chez moi, éveille toute une tempête émotionnelle et ça me terrasse de mélancolie. Le tout avec une quantité colossale d'idées géniales qui m'ont marqué. Je pense notamment à la scène de Beethoven, qui est une scène, mine de rien, qui doit durer 10-15 minutes, mais qui me détruit la face à chaque fois que je la vois. Et j'y pense quand j'ai des doutes. Et je me dis que bon, mine de rien, tout n'est que vacuité, donc autant s'amuser un peu dans la vie. À peu près ça la morale du film d'ailleurs. Donc, pour moi, c'est vraiment un grand film pour moi qui m'a marqué. Je vous conseille évidemment de le voir. Pour ceux qui risquent d'avoir un peu peur, pas du tout effrayant. C'est même un fantôme assez enfantin, un espèce de drap posé sur personne. Et c'est vraiment pas l'idée du film, contrairement à tous les Conjuring, Inside Use et toutes ces choses. Donc, que vous conseillez de le voir, même si Blue Torch en fait l'opposé. Et donc, on va en rester là pour les films. Et donc, c'est la fin de l'émission. Je tiens à vous remercier de l'avoir suivi et de nous avoir suivis pendant cette année. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presse qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou vous pouvez suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Blue Torch d'avoir participé à cette émission et à toutes celles de cette année. De rien, et je tiens d'ailleurs à remercier tous les spectateurs qui nous suivent, que ce soit depuis le début ou même depuis récemment. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'autres films. À la semaine prochaine, salut. À plus.